Bonjour, bonjour tout le monde. On attend juste quelques minutes. Bien. OK. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Laurie Fox et je suis la directrice de Volonté de faire. Je suis accompagnée aujourd'hui de Tara Sandler, Vice President Éducation et Partenariat à la CPDP, qui sera notre présentatrice. Nous avons beaucoup de contenu à couvrir en peu de temps. Alors, nous allons avancer assez rapidement et il est possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions à la fin de la présentation. Je vous invite donc à s'inscrire vos questions dans le chat. Je vais y répondre tout au long de la présentation. Nous vous enverrons également un courriel après le webinaire avec le rapport et la présentation d'aujourd'hui. Et si d'autres questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous écrire. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis sur les territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones à travers le Canada, ou l'île Tortue. Pour ma part, je me trouve à Thornbury, sur le territoire traditionnel du peuple Anishinaabe. Nous remercions les peuples autochtones qui prennent soin de cette terre depuis très longtemps et continuent de le faire aujourd'hui. Eh bien, la recherche dont nous allons parler aujourd'hui a été commandée par la Fondation de l'ACPDP dans le cadre de Volonté de faire. Volonté de faire, c'est la campagne de sensibilisation de l'ACPDP, un vaste mouvement qui rassemble des centaines d'organismes de bienfaisance et de professionnels financiers et juridiques afin d'inspirer des Canadiennes à faire une différence grâce à leur testament. Et nous commençons à voir les résultats. De plus en plus de personnes s'intéressent aux dons testamentaires et choisissent de passer à l'action, particulièrement les jeunes. Tara nous présentera ces résultats plus en détail. Et sur ce, je passe la parole à Tara. Merci beaucoup, Laura. Puis en plus, on entend les chiens qui jappent en arrière. Donc, Je m'excuse. il n'y a pas de souci. On travaille tous à la maison avec la famille, nos animaux, avec tout le monde. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du Montréal, à le territoire de la nation du Mohawk. Donc, pour commencer, comme Laurie avait dit, on a beaucoup à partager avec vous et nous avons juste une demi-heure à le faire. Donc, pour commencer, plusieurs d'entre vous le savent déjà. Nous avons lancé la campagne Volonté de faire en 2019. Mais avant tout, nous devions mener une étude pour comprendre où en était le Canada en matière de dons testamentaires. Nous avons donc collaboré avec Environics Recherche pour mener un sondage auprès des Canadiens sur la motivation, les obstacles rencontrés et leur comportement en matière de rédaction, de testament, de planification successorale et de dons testamentaires. Et voici que nous avons découvert. Encore, je partage que c'est en 2019 que seule la moitié des Canadiens ont rédigé un testament. La majorité a effectué une forme de planification successorale, principalement avec l'aide d'un avocat. Mais par contre, 41% ont déclaré d'avoir été incités à inclure un organisme de bienfaisance. Une personne sur trois a déclaré d'être intéressée par l'idée. Mais étonnamment, ce sont les 35 à 50 ans et les 65 à 75 ans qui ont le plus souvent exprimé cette intention. Donc, en 2019, on parle de 5% des Canadiens qui ont déclaré avoir déjà prévu un don dans leur testament. Le voici, nous sommes rendus à 2025. L'an dernier, nous avons célébré le 5e anniversaire du lancement du campagne.
nous constatons que les dons testamentaires sont en hausse, mais les motivations et les obstacles ont changé. Est-ce que ce sont toujours les mêmes personnes qui s'y intéressent et les groupes qu'on avait moins considérés avant, comme les communautés noires, asiatiques et sud-asiatiques et autochtones? C'est ainsi que nous en arrivons à la nouvelle étude dont nous allons parler aujourd'hui. Nous avons le mené avec Nanos en collaboration avec une consultante en diversité, équité et inclusion. Aujourd'hui, dans un intérêt de temps, nous allons vous la présenter en 3 parties. Rédaction de testament, planification successorale et, en dernier, troisièmement, legs caritatif. Donc, pour commencer, on parle de la rédaction du testament. Nous voulions savoir si tout le monde comprend le testament de la même manière. Nous partons du principe que tout le monde considère un testament comme un document juridique qui donne des instructions sur ce qu'il faut faire de vos biens à votre décès. Comment prendre soin de vos proches? Mais comment les choses changent-elles lorsque certaines cultures ont une vision différente du testament? Nous avons donc posé la question et il s'avère que tout le monde comprend le testament de la même manière. Donc, on commence tout sur une base. Partant de cette conception commune, nous avons ensuite voulu savoir combien de personnes ont un testament. Voici devant vous quelques renseignements. La question, c'est la suivante. Ah, je pense que j'ai sauté. Ah, voilà. 51% des Canadiens affirment en avoir un. Aucun changement à ce sujet depuis 2019. Mais voici un point important. 80% des personnes qui n'ont pas de testament prévoient en faire un au cours des 10 prochaines années. Lorsque les gens atteignent l'âge de 75 ans, la plupart d'entre eux ont déjà un testament. Alors, lorsqu'on parle de testament, le véritable enjeu n'est pas de savoir si les gens vont faire un testament. La majorité le feront un jour à l'autre. L'idée est que, est-ce que ça s'applique à tout le monde? Est-ce que certains groupes font-ils face à plusieurs obstacles? Eh bien, oui. Il y a 2 exceptions notables. Si vous êtes une femme, vous êtes moins susceptible d'avoir un testament ou de faire de la planification successorale. Il en va de la même si le revenu de votre ménage est inférieur à 40 000 $ par année. Et là, ça nous rend à la question suivante. Comment les gens s'y prennent-ils pour rédiger leur testament? Les avocats et les notaires restent de loin l'option la plus populaire parmi les sexes, âges, revenus et origines ethniques confondus. 10% des Canadiens ont déclaré avoir rédigé leur testament eux-mêmes, peut-être à l'aide d'une kit de testament ou de recherche sur Google. Et 7% ont déclaré d'avoir rédigé leur testament via une plateforme en ligne comme Willful ou Legal Wills, même si nous pensons que ce chiffre est en augmentation. Et si vous êtes un membre du Costco, peut-être vous êtes au courant qu'ils viennent lancer un partenariat entre Legal Wills pour les membres du Costco. Donc, ce chiffre, entre nous, ça va continuer à monter. Comme je viens juste à mentionner, les plateformes en ligne de rédaction de testaments ne peuvent pas encore la norme, mais elles encouragent régulièrement les utilisateurs à penser à inclure une organisation de bienfaisance dans leur testament. De point de vue des dons caritatifs par testament, c'est encourageant car cela contribue au moins à sensibiliser le public à cette idée.
Des études, comme vous voyez sur votre écran, le confirment. 57% des personnes ayant utilisé un service en ligne déclarent qu'on leur posait des questions sur les associations caritatives contre 32 à 67% de celles qui ont consulté un professionnel de droit. Cela dit, rien ne remplace véritablement un avocat capable de montrer à un client comment inclure une organisation caritative dans sa planification successorale sans pénaliser sa famille. Mais partagez avec nous, c'est que la plupart des professionnels de droit estiment que ça ne l'apparaît pas d'aborder le sujet avec leurs clients. Vraiment, si seulement ils savent combien de personnes nous confessent regretter que leur avocat n'a jamais abordé le sujet. Donc, rédiger un testament, c'est une chose. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'était la planification successorale qui précède la rédaction d'un testament. Car c'est là que ça prend des décisions. Nous avons donc commencé par demander aux gens s'ils étaient déjà penchés sur la question de la planification successorale. Et par planification successorale, nous entendons que ça va la simple analyse de l'épargne et des dettes à l'étude des outils juridiques complexes et des stratégies de réduction d'impôts. Donc, devant vous, vous avez les statistiques. Il s'avère que 73 des personnes s'engagent dans une forme ou une autre de planification successorale avant de rédiger leur testament. Là, c'est une forte augmentation par rapport aux 59 enregistrés en 2019. Les mêmes exceptions persistent toutefois. Comme j'ai déjà mentionné, les femmes et les personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ sont moins susceptibles de le faire. Au fait, est-ce que ce graphique surprend quelqu'un? Que les jeunes s'adonnent davantage à la planification successorale que les autres? Aussi, on voit que nous avons pensé quand nous l'avons vu pour la première fois. C'est ensuite qu'on se dit que c'était logique. Ceux qui rédigent leur testament entre l'âge de 18 à 26 ans constituent probablement un groupe très spécifique. Des personnes qui sont sans doute financièrement stables, peut-être mariées, peut-être déjà propriétaires d'une maison ou un condo, ou bien peut-être prêtes à avoir un premier enfant. Si vous avez des questions ou vos propres pensées, je vous invite à partager vos réflexions dans le chat. Et je sais que Laurie est là puis répond aussi à vos questions. Et là, et c'est vers où qui tournent les gens pour obtenir des conseils en matière de planification successorale. Là encore, comme on voit ensemble, il s'agit principalement de professionnels du droit. On constate toutefois une forte augmentation du nombre de personnes qui font appel à des conseillers financiers pour les aider à planifier leur succession. Ce chiffre a presque doublé depuis 2019. Et là, c'est ça qui est espérant, que c'est encourageant et que de plus en plus, les conseillers semblent aborder la question des dons caritatifs dans le cadre de la planification successorale. Les chiffres le confirment. 60% des personnes qui font appel à un conseiller financier indiquent que le sujet a été abordé. Mais que vous soyez avocat, notaire, conseiller financier ou comptable, l'étude a mis en évidence deux lacunes majeures. Les communautés d'immigrants sont bien moins susceptibles de déclarer que leur conseillère a abordé ce sujet avec elles. Il en va même pour les francophones. C'est un autre signe qui montre que les clients, y compris les immigrants et les francophones, souhaitent inclure des dons caritatifs dans leur testament. Comme nous le verrons dans un instant,
environ la moitié de la population se voit faire ce choix. Entre nous, c'est beaucoup mieux si un professionnel leur montre comment le faire. Donc, qu'est-ce que vous avez devant vous sont les facteurs. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on voit qui influence les décisions quand les gens pensent à leur succession? C'est à ce moment-là qu'on commence à voir comment les dons du bienfaisance entrent dans leur plan. En réalité, il n'y a pas tant de différence entre les gens et ceux qui comptent pour eux et pour nous. Presque tout le monde prend des décisions en matière de planification successorale en tenant compte de ses valeurs personnelles et des attentes de sa famille. Mais certaines nuances intéressantes sont apparues. Si toutes les communautés affirment d'être influencées par les attentes et les conseils de leur famille, les communautés sud-asiatiques y accordent une importance relativement plus grande. Les communautés noires indiquent que les croyances religieuses sont l'un des principaux facteurs motivant leurs décisions en matière de planification successorale. Nos jeunes Canadiens sont les plus enclins à dire que les normes sociales jouent un rôle dans leurs décisions, sont un peu plus tournés vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils pensent être des bonnes citoyens. Et les Canadiens de plus de 50 ans s'appuient encore davantage sur leurs valeurs personnelles. Eux, ils sont un peu plus tournés vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils pensent plus à leur héritage. Donc oui, certainement, les grands thèmes sont assez universels. Les valeurs personnelles et les attentes de la famille restent au cœur de la décision. Les nuances, c'est ceux qui ajoutent un touche plus personnel. C'est ça qui rend les conversations avec les donateurs et les clients plus humaines et plus adaptées à leur réalité. Et finalement, nous avons donc parlé de la préparation testamentaire. Nous avons abordé la planification successorale et cette dernière partie est en réalité au cœur du sujet. Qui souhaite faire un don dans son testament? Quels sont les facteurs qui les motivent et c'est quoi leur projet? Et voilà, les feux d'artifice. Voici la bonne nouvelle, celle qui réjouit tout. L'intérêt pour les dons testamentaires est en hausse. En 2019, 31% des Canadiens se disaient intéressés par l'idée de faire un don dans leur testament. Aujourd'hui, ils sont 44%. Donc, ça soit près de la moitié de la population. Et eux, ils prêtent à affirmer qu'ils sont prêts à le faire. Et qui sont ces donateurs potentiels par testament? Il s'avère que les personnes ayant immigré au Canada sont plus inclines à faire un leg à une organisation caritative que celle née au Canada. De plus, les personnes qui s'identifient comme noires, asiatiques ou sud-asiatiques sont plus inclines à faire un leg que l'ensemble de la population. Et si on examine la tranche d'âge, les moins de 50 ans sont bien plus portés à faire un leg que les plus de 50 ans. C'est un changement majeur par rapport à 2019. La première réaction face à cette statistique est de penser que les jeunes ne rédigent pas leur testament ou qu'il faudra attendre trop longtemps avant que leur don testamentaire devienne réalité. Mais n'oubliez pas que les milléniaux sont désormais des enfants et rédigent leur premier testament. D'après toutes les études que nous avons consultées, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un don testamentaire dans un premier testament que dans une révision. Et ce don a une tendance à être maintenu. De plus, les donateurs testamentaires ont tendance à augmenter. Leur don annuel
de 75%. Et je voulais aussi montrer ceci. Ce ne sont pas les personnes extrêmement riches qui sont les plus susceptibles de faire un don dans leur testament. Ce sont celles dont le revenu familial se situe entre 60 et 200 000 $. C'est messieurs et mesdames, tout le monde, sont nos voisins, sont nos collègues. Et à votre avis, qu'est-ce qui empêche des gens de faire un don dans leur testament? Rien n'a changé à cet égard. Le souci de la famille reste le principal obstacle pour tout le monde et le restera sans doute toujours. Un autre obstacle, bien que dans une moindre mesure, est que certaines personnes préfèrent simplement faire des dons dans leur vivant. Elles veulent vraiment voir le fruit de leurs efforts. Et certaines personnes ont simplement l'impression de n'avoir tout simplement pas grand-chose à donner. Et nous le savons, ça c'est faux. Encore une fois, rien n'a changé au niveau de motivation. Les gens veulent simplement soutenir les causes qui leur tiennent à cœur. Voilà. Ils veulent accomplir quelque chose d'important et durable. Ils veulent montrer l'exemple à leurs enfants, à leurs petits-enfants et à leur communauté. On observe toutefois certaines nuances entre les répondants. Par exemple, les jeunes Canadiens sont plus nombreux de ne pas avoir grand-chose à offrir. Les Canadiens d'origine asiatique et sud-asiatique sont quant à eux plus nombreux et à dire qu'ils préfèrent faire des dons dans leur vivant. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans le rapport. Et je vous demande à prendre le temps de regarder cette image. Vous savez, ce n'est pas seulement que davantage de personnes qui souhaitent faire un don dans leur testament. Comme j'ai dit au début, les choses ont évolué. De plus en plus, des gens ont franchi le pas et l'ont fait. En effet, le nombre de personnes ayant fait un don dans leur testament a doublé, passant du 5 en 2019 à 10 aujourd'hui. Selon l'endroit où vous vivez, ce chiffre pourrait même être plus élevé. Et voilà. Qui sont ces donateurs qui laissent des dons dans leur testament? Comme qu'on voit un nombre général, il y a aussi un fait surprenant. Les Canadiens de moins de 50 ans, comme nous avons déjà mentionné, sont plus nombreux à avoir fait un don testamentaire que ceux qui sont plus de 50 ans. Par exemple, 14 du milléniaux contre 7 des baby boomers. Autre point important que pour nos collègues de l'organisation de bienfaisance. Quand on demande aux gens où ils ont entendu parler de dons testamentaires, les plus de 50 ans disent surtout par une organisation de bienfaisance. Mais chez les jeunes, c'est beaucoup moins. Donc, clairement, on ne rejoint pas assez ce public plus jeune. Et la réalité est que le visage de dons testamentaires change. Ce sont des Canadiens plus jeunes et plus diversifiés qui s'intéressent. Et si on ne leur parle pas maintenant, au moment où ils font leur premier testament, on risque de les manquer. Et c'est là que Volonté de faire peut vous aider. On vous met en contact avec ces donateurs, même ceux qui ne sont pas encore dans vos bases de données, mais qui ont déjà levé la main pour votre cause. Comme j'ai mentionné et Laurie a mentionné, il y a beaucoup d'informations et nous n'avons pas le temps de couvrir tout aujourd'hui. Donc, je vous encourage à consulter le rapport. C'est gratuit pour télécharger et partager avec vos collègues et vos proches. Et le rapport complet est disponible en anglais ou en français. Donc, vous pouvez quand même partager dans anglais si vous préférez. Et nous avons aussi fait une diffusion d'un webinaire en anglais cette semaine aussi. Donc, vous pouvez consulter notre page web où vous avez le code QR sur votre écran. Avec un seul temps, il nous reste 5 minutes. Et là, je suis presque finie. Si vous n'êtes pas encore partenaire de la campagne Volonté de faire,
je vous recommande de vous renseigner. Non seulement c'est le meilleur moyen de toucher les Canadiens qui envisagent de faire un don dans leur testament, c'est aussi le moyen le plus simple de mettre en place une programmation de dons planifiés au sein de votre organisation. Que votre programme de dons planifiés soit nouveau ou bien établi, Laurie, Nancy, la campagne Volonté d'affaires est là comme un collègue supplémentaire pour vous aider à faire passer le message. Et là, ça me reste 5 minutes. Laurie, je ne sais pas si nous avons encore le temps pour questions, mais je passe la parole. Merci, Tara. On n'a pas de questions maintenant dans le chat. Tout le monde, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez dans le chat. Mais nous avons reçu quelques questions à l'avance, donc peut-être on peut demander quelques questions ici. Première, c'est comment les résultats de Québec se comparent à ceux du reste du Canada? Nous avons dans le rapport identifié dans certaines catégories comment Québec compare avec le reste du Canada. Comme vous avez vu sur le diapo avec le pourcentage de hausse avec les dons testamentaires, Québec est à 8. Donc, il est pas mal au milieu de l'échelle avec Ontario puis Colombie-Britannique. Mais dans certains d'autres cas, Québec est pas mal au même niveau de la reste de la pays. Oui. Une question ici, est-ce que les données présentées sont dans le rapport? Oui. Il manque les graphiques et ma parole, qui est plus intéressante. Mais ils sont tous là. Bien. Euh, une autre question qu'on a reçue en avance, c'est comment parler aux jeunes à propos des dons testamentaires? Euh, Pouvez-vous revenir sur les motivations des jeunes, peut-être en cadre de la planification successorale? Oui, je vais juste voir au niveau de le diapo. Je le trouve que ça l'aide aussi d'avoir les mots devant vous. Souvent, c'est une question de partage et de voir sont où les motivations des jeunes et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Souvent, c'est aussi, on dit, c'est plus facile de faire un don de 1% du vote valeur dans votre testament au lieu de donner un chiffre exact. Comme ça se donne la chance à aider sans enlever de budget familial, sans enlever ou mettre encore plus de pression. Mais c'est vraiment juste une question de parler d'inspiration, des valeurs, de motivation et juste ouvrir la conversation que c'est quelque chose qui est possible que de ne pas parler du tout. Et je vais ajouter aussi que de montrer dans vos communications les jeunes qui sont, les donateurs, donatrices qui sont peut-être un peu plus jeunes, leur testimonial, leur histoire, tout ça aussi. C'est important. Souvent, c'est juste une question de savoir que c'est possible. Oui. Il n'y a pas de pression de le faire tout de suite, mais on veut que les gens sachent que c'est possible et ouvrir la conversation au lieu de sauter par-dessus la conversation. Et Euh, on a une, oh, excuse-moi, oui, Tara. allez. Non, 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 il n'y a pas de souci. La dernière question ici, s'il n'y a pas des autres, les notaires au Québec partent-ils des dons de bienfaisance avec leurs clients? Euh, et moi, je peux répondre à ça. C'est seulement 25% de clients qui disent oui, euh, que leur notaire parle à propos des dons testamentaires. Ah, voilà, Ouais. rendu là. Et souvent, c'est différent parce que si on demande aux professionnels, il dit, je pose la question toujours. Mais quand on parle au donateur, il dit qu'il n'a pas entendu de question. Donc là aussi, ça montre le besoin de continuer à avoir la conversation et poser la question plusieurs fois. Bien. Et c'est tout, Tara. Merci. Parfait, merci. Je vais juste dire quelques mots à la fin ici. Euh, Aujourd'hui, nous avons offert un aperçu du résultat, comme Tara a dit, mais je vous encourage à prendre quelques minutes pour consulter le rapport complet.
À la suite de cette présentation, vous recevrez un courriel avec un lien vers le rapport ainsi que vers ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, j'aimerais souligner que cette recherche, comme plusieurs de projets de la Fondation de l'ACPDP, est rendue possible grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices. Si vous souhaitez soutenir ce travail, nous vous invitons à faire un don à cagpfoundation.org. Et c'est tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée.